Notre sujet du jour concerne donc la publicité. Comment va-t-elle évoluer? Sera-t-elle toujours plus ciblée? Que changent les nouvelles règles sur les cookies et autres traceurs? On en parle tout de suite avec Stéphane Bismuth. Bonjour. Bonjour Vous Thomas. êtes le cofondateur de Visnet.tv et puis avec nous en visioconférence Christophe Guerrier. Bonjour. Vous êtes Bonjour. expert en marketing digital. On va peut-être commencer par présenter rapidement vos métiers respectifs. Stéphane Bismuth, vous proposez de la publicité télé ciblée, c'est ça? Alors en fait, on accompagne les chaînes de télé ou les opérateurs dans cette évolution qui permet de commencer à faire du ciblage sur le téléviseur, d'envoyer des pubs différentes par foyer. Ça existe depuis quelques années en Angleterre, aux États-Unis. Ça a été autorisé au mois d'août en France sur une phase expérimentale. Ça a été déployé par Orange et France TV en décembre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que moi j'ai mon écran publicité classique avec, je sais pas, 7, 8, 10 pubs, vous allez, pendant cet écran, proposer des publicités ciblées, c'est ça? Voilà. En fait, il y a forte chance que vous n'ayez pas les mêmes pubs que votre voisin, Ouais. parce qu'un certain nombre de signaux, de data, auront indiqué que vous n'êtes peut-être pas acheteur de couches, mais plutôt potentiellement acheteur de voitures. Ouais. Et vous Je aurez... vois pourquoi vous dites ça, hein. Je pourrais avoir un tout jeune enfant. Je ne sais pas, je prends des hypothèses Ok. que tout le monde peut comprendre. Et donc ça, oui, évidemment, ça marche à partir, je vous chambre, ça marche à partir de la data, évidemment, des box aussi, des informations que les box renvoient. Comment ça fonctionne en fait, techniquement? Alors, en fait, techniquement, on est sur ce qui est assez original, c'est qu'on est sur un signal TV programme qui est commun à tout le monde. Ouais. Et à un instant T, un marqueur dans le flux vidéo va envoyer une information pour dire attention, une séquence de pub arrive et telle pub est changeable. Et donc, à un moment donné, les box vont dire je suis allumé, je suis sur telle chaîne, sur Bismart, ce profil appartient à tel segment. Envoyer plutôt une pub vacances qu'une pub retraite, par exemple. Ouais. Et là, en temps quasi réel, avec des technologies de caching bien élaborées quand même, la pub va être remplacée par une publicité qui est plus pertinente pour vous que pour votre voisin. Ouais, donc c'est une pub qui peut être remplacée au milieu de 5 ou Ça 6 peut autres. être toutes les pubs, une, D'accord. deux, trois, c'est complètement configurable. D'accord. Christophe Guervilly, vous êtes donc expert en marketing digital. Votre métier, il est peut-être plus évident à expliquer. C'est de générer du trafic Internet pour vos clients, c'est ça? Exactement. Ce sont des entreprises qui ont un besoin d'acquérir une meilleure visibilité sur Internet, soit tout simplement parce qu'elles débutent leur activité et qu'elles n'ont pas encore une visibilité par des moyens de communication qui n'étaient pas mis en place. Donc, il faut apporter cette visibilité-là par la publicité. Et effectivement, les deux grands leviers publicitaires aujourd'hui, que sont Google et Facebook, permettent d'obtenir rapidement ce trafic-là et qui est extrêmement ciblé, soit par des mots-clés sur Google, soit sur des audiences sur Facebook. Et en fonction des secteurs d'activité, on peut faire du ciblage, du micro-ciblage et apporter du trafic, mais aussi surtout des contacts et des ventes. Voilà, tout simplement. Et donc, évidemment, pour l'un et l'autre, la matière première de votre activité, ce sont les fameuses données, les data. Et la loi vient de changer, son application en tout cas depuis le 1er avril, les règles de la CNIL pour être en conformité avec le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. On va voir en quelques mots, parce que ça simplifie la donne. Refuser les traceurs doit être aussi simple que les accepter. L'internaute doit consentir au dépôt de traceurs par un axe positif clair, le bouton cliquer sur j'accepte par exemple. Son silence qui peut passer par la simple poursuite de la navigation doit dorénavant s'interpréter comme un refus. L'intégration d'un bouton tout refuser sur le même niveau et sur le même format que le bouton tout accepter permet d'offrir un choix clair et simple pour l'internaute. Qu'est-ce que ça change, Christophe Guervilly? Est-ce que vous diriez que c'est une révolution? C'est pas une révolution, c'est une évolution qui vient depuis plusieurs années d'évolution, mais qui ont été faites par étapes et par petites étapes, avec effectivement, voilà, la première étape, c'était la mise en place obligatoire d'un bandeau pour demander le consentement. Ça peut être vu comme une révolution juste parce que là, on sort d'une logique où quand on donne pas de consentement, c'est que on peut envoyer la pub, alors que là, si on ne fait rien, on n'a plus le droit de tracer. Et là, c'est là où ça devient un problème, et on pourra peut-être en parler avec ce que Google envisage dans les prochaines années. On a besoin de data.
Et le fait de ne pas, enfin pour moi en tout cas, et on pourra en parler, le fait de ne pas donner un consentement sur un clic sur un bouton, alors qu'on est déjà assez envahi de pop-up entre autres, est-ce que ça veut vraiment dire qu'on n'a pas envie de pub ou pas? Mais bon, pardon, je Et vais vous interrompre, Christophe Vervilly, parce que la décision, elle existe, ça y est, elle est oui, appliquée. Alors effectivement, Google essaye de, alors moi je vais dire de la contourner, on va voir ce que vous en pensez l'un et l'autre, avec une alternative qui s'appelle le FLoC, Federated Learning of Cohorts, nouveau principe de ciblage publicitaire qui est quand même un peu critiqué. Ça fonctionne comment, Christophe Vervilly, en quelques mots? alors, compliqué parce qu'on n'a pas encore, Google communique pas de la manière dont ça fonctionne. Il donne des, une définition assez vague, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la technologie telle qu'elle est, basée sur les cookies va disparaître et ça, c'est pas la CNIL qui va le décider, c'est notamment les grands opérateurs, que ce soit Google et Facebook, ils y pensent depuis plusieurs années. Mmh. Ça va arriver et eux, ils sont en avance. C'est-à-dire que la CNIL, elle met en place des choses qui sont très bien. Par contre, elle va forcément, devoir s'adapter, à ces problématiques-là. Alors, comment ça fonctionne pour répondre à votre question directement? Hem, L'analyse que va faire Google, puisque Google a des informations, lorsque l'internaute est connecté à un compte Gmail, à un compte Google, à un compte, autre, eux, ils ont des informations, ils vont analyser toutes ces informations et classer les internautes par rapport on appelle ça des cohortes, c'est des grands ensembles de données, pour classifier l'internaute. Voilà. Ça peut être soit il est plutôt c'est un homme, il est, sportif, il pourrait être intéressé par tel ou secteur par telle ou telle publicité, et cetera, et cetera. Mais la définition peut être assez vague Oui, alors on et va pour justement l'instant, essayer de voir ce que ça change. Je reprends la main quelques oui. secondes, Christophe Garrilli, pour donner la parole à Stéphane Bismuth. Et moi, parmi les critiques, les premières critiques que j'ai entendues sur ce nouveau procédé testé en ce moment par Google, c'était le risque de discrimination vis-à-vis de certains groupes, puisqu'on classe les utilisateurs par cohorte, par groupe. Donc on peut imaginer, je ne sais pas, l'âge, l'orientation sexuelle, l'ethnie, etc., etc. Oui, bah, il y a toujours un risque à classer et étiqueter, mettre dans des ensembles. Alors, Mm. il se trouve que normalement, on n'est jamais dans un seul segment. On est dans plusieurs segments à la fois. Ouais. Donc, ça peut créer aussi de la diversité d'une manière ou d'une autre. Mhm. Mais je trouve que le sujet, il est vu il est bien plus complexe que ça, parce que c'est un sujet sur la vie privée, et donc les Ouais. usages qu'on fait de l'Internet ou de sa télé. Et on oublie, quand on parle de ça, on rentre dans des détails techniques, etc., mais on oublie d'autres choses. Aujourd'hui, en France, par exemple, la loi autorise le stockage de tout ce que vous faites à travers votre fournisseur d'accès Internet pendant 1 an, chez Orange, chez Free, etc. Ce n'est pas les opérateurs qui ont décidé. Et il y a actuellement, d'ailleurs, un bras de fer entre Bruxelles et Paris sur ce sujet, parce que Bruxelles trouve que c'est abusif, et que le gouvernement français veut absolument maintenir ça pour des raisons de sécurité nationale, qu'on peut comprendre. Mais je trouve que le débat et le focus qu'on fait sur la publicité en particulier, Ouais. qui est normalement un service plutôt inoffensif, puisque c'est bien contrôlé en France, il y a des secteurs interdits, on ne peut pas faire de pub pour des armes en France, est vraiment mis sur le devant, alors qu'il y a des débats qui sont vraiment des débats de société sur comment un État peut regarder de près ce que fait chacun de ses concitoyens qui ne sont pas sur la place publique. Donc voilà, je trouve que c'est un peu disproportionné. Ouais. Après, pour revenir... Alors moi, je veux vous ouais. entendre aussi sur le changement de paradigme depuis le 1er avril. Est-ce que ça change pour un métier comme le vôtre? Est-ce que ça vous prive potentiellement, peut-être, hein, vous allez me le dire, de matières premières, si je comprends bien? Alors, en téléconnecté, alors nous, on travaille particulièrement sur la téléconnectée Oui. et sur la publicité adressée dans les set-top box, Oui. où il n'y a pas de cookies. Mm. C'est de la data, alors D'accord. first party, donc c'est de la data en fait qui appartient à l'opérateur et ou à la chaîne. Ça, c'est un vaste débat dans lequel on n'a pas besoin de rentrer. Oui. Mais cette data-là, elle correspond à une data que vous collectez sur un site quand vous êtes connecté, logué, d'accord? Et cette data-là, vous décidez, vous, utilisateur, avec votre télécommande, de dire oui, je veux bien de la publicité ciblée ou pas. Il y a une logique d'opt-in.
ou d'opt-out, D'accord. et vous dites oui, je veux bien, oui, je veux pas. Donc, si on reçoit de la publicité ciblée, c'est qu'on a accepté que les datas, j'essaie de comprendre, hein, Oui. récupérées par les box, c'est Oui, ça, oui. soient utilisées par les opérateurs. Pour faire du ciblage publicitaire, D'accord. et uniquement dans ce sens-là, Ouais. et aussi avec une garantie que ces datas ne vont pas circuler sur toutes les marketplaces de data. D'accord. Parce que aujourd'hui sur Internet, on est confronté à des croix partout sur vous acceptez les choix, vous acceptez. On fait tous oui parce qu'on ne comprend rien. Et si vous rentrez dans le détail des le paramètres, nouveau système, Ouais. moi depuis le 1er avril, je clique souvent non. Hein. oui, très bien, mais c'est très bien. Mais à un moment donné, moi je trouve qu'il y a une usure par rapport à ce système. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi ce choix-là, il n'est pas fait au niveau du navigateur une fois pour toutes. Par exemple, ça pourrait être fait dans Chrome, ça pourrait être fait dans Safari. Pourquoi chaque éditeur doit mettre en place ce dispositif Et puis si vous rentrez dans les détails, on vous demande de choisir. J'ai regardé sur je ne sais plus quel site, encore ce matin, il y avait 101 fournisseurs de techno publicitaires qu'il fallait cocher un par un si vous vouliez. Comment vous voulez connaître C'est impossible. Donc on crée une démarche anxiogène, pénible pour l'utilisateur, pas toujours efficace, où finalement il y aurait des moyens beaucoup plus simples de collecter l'opt-in. Et je trouve que le modèle de la télé est plutôt bon, où un opérateur décide de collecter pour l'ensemble des chaînes et de partager ça avec les chaînes. Christophe Guervilly, la publicité sur Internet, elle est parfois, souvent, diront certains, perçue comme intrusive, agressive même, on pourrait aller jusque-là. Comment vous contournez cet obstacle C'est quoi pour vous l'avenir de cette publicité sur Internet? Peut-être que ça passe plus par du contenu de l'éditorial. Comment vous l'imaginez? Alors, il y a déjà cette démarche-là de publicité plus ou moins éditoriale qu'on pourrait qualifier de native. Je rebondis sur ce que vient de dire Stéphane juste à l'avant. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, on a un gros souci. On a beaucoup trop de demandes de consentement et en fait, il faudrait que ce soit unifié. Il faudrait qu'il y ait un seul système, alors qu'il soit américain ou autre. Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il doit être au niveau de l'Europe? Mais il faut que ce soit unifié parce que le risque, c'est que tout le monde mette refuser, mais sans savoir quel impact ça a, juste pour aller plus vite. Parce que les internautes, ils cliquent un peu rapidement pour aller voir leur contenu. Donc la publicité de demain, elle sera forcément personnalisée. La data, dans tous les cas, elle devra être collectée. Et pour justement ne pas envoyer de mauvaises publicités ou de publicités qui soient trop présentes, moi, je pense qu'il faut la réduire. Il faut réduire le nombre d'emplacements publicitaires, mais il faut qu'ils aient une meilleure valeur. Et une meilleure valeur, ça veut dire qu'ils soient beaucoup plus ciblés, que ça corresponde mieux à ce que fait l'internaute. Donc, il faut collecter cette donnée-là, collecter cette intention. Oui, je suis OK pour avoir cette pub-là, pour en avoir moins, mais qu'elle soit plus ciblée. Mais on C'est est une obligé démarche d'avoir la data. intéressante, Christophe Guervilly, parce qu'on peut aussi, mais ça va bien au-delà des enjeux de la seule publicité, on peut aussi considérer que les algorithmes nous enferment dans un univers qui est le nôtre, qui est l'univers de nos habitudes, de nos goûts exprimés, et que finalement, cet outil génial qu'est Internet, qui nous ouvre sur le monde, finit par nous enfermer. Donc on pourrait aussi dire ça de la publicité, vous voyez ce que je veux dire, à force de la cibler de plus en plus. C'est exactement, c'est un débat qui existe au-delà de la publicité avec la recherche sur Google. Oui, Dès lors que vous êtes connecté à un outil, qu'on a l'historique des recherches, ça peut être avec Alexa ou avec Google Home. Forcément, les outils enregistrent nos préférences et ont tendance à nous suggérer ce qu'on aime déjà. Il y a une solution, c'est soit on n'enregistre pas les données et on a un peu tout et n'importe quoi en termes de suggestions, soit bon, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous, les algorithmes et la personnalisation ont tendance à nous restreindre à un univers. Je suis fan de sport automobile à titre personnel ou de voiture, je vais avoir trop de contenu, qu'il soit publicitaire ou autre. Pour les voitures, c'est un petit peu trop massif, notamment sur Facebook, c'est le cas. Je pense que les algorithmes et peut-être l'approche de Google peut être une bonne option, c'est de réfléchir au niveau global à un utilisateur. Il peut aimer les voitures, il peut aimer le sport, il peut aussi aimer les voyages et pourquoi pas un autre domaine, et éviter de cibler trop finement alors, et surtout de lui envoyer trop de publicité en Ouais, même j'ai temps. bien Voilà. compris que S'autoriser l'enjeu, à l'envoyer. c'est d'arrêter d'envoyer trop de publicité et d'essayer d'envoyer de la publicité qui est
on va dire, plus qualitative que quantitative. Stéphane Bissut, jusqu'où ça pourrait aller? Moi, dans cette émission, on aime bien se projeter un peu loin, à 10 ou 20 ans. Est-ce qu'on est dans un film de science-fiction quand on imagine un client qui arrive dans un grand magasin, qui est scanné grâce à la reconnaissance faciale et qui, avec ses écouteurs, peut être guidé vers tel ou tel produit et qui arrêtera de se perdre dans un grand magasin? Je pense que c'est faisable tout de suite. La technologie, elle permet de le faire aujourd'hui. C'est peut-être que ça existe d'ailleurs. Il Ouais. y a des magasins sans caisse, enfin, il y a pas mal d'évolutions dans le magasin physique. Le frein, il est pas technique, il est plus psychologique face à ça. Et on revient au débat que j'étais en train d'ouvrir sur jusqu'où doit aller le ciblage de la publicité. Alors, je pense que la limite du ciblage, c'est l'hyperciblage ou le surciblage. Ouais. Quand vous êtes exposé 10 fois aux chaises longues que vous avez achetées la semaine dernière chez la Redoute, oui. et En que plus, vous c'est les avez absurde. déjà dans votre jardin et qu'on C'est continue à absurde. vous les vendre, Ouais. c'est pénible. Ou si vous avez renoncé à changer de voiture et qu'on continue à vous inonder de publicité de leasing, là aussi, il y a un rejet de la publicité. Donc la publicité, c'est un service d'information sur les produits et c'est aussi un moyen de financement pour les éditeurs. Donc la bonne balance, c'est de respecter l'utilisateur, de ne pas le surexposer à un produit, de ne pas l'enfermer dans des thématiques, de ne pas avoir trop de formats intrusifs, et tout en permettant aussi aux éditeurs de gagner leur vie, parce que c'est des gens qui ont des services gratuits, comme Bismarck par exemple, ont des revenus publicitaires. Et le risque à trop vouloir tout contrôler, finalement, ça fait le jeu des grandes plateformes comme Facebook ou Google, qui peuvent contourner toutes ces problématiques. Je vous donne un exemple. Facebook vient de lancer un produit pour les opérateurs d'SVOD type Netflix, qui va automatiquement indexer tous les contenus, par exemple, de Netflix, créer des mini-spots publicitaires sur sa plateforme avec de l'intelligence artificielle et qui, avec l'accord de Netflix, va pousser ça dans ses streams de contenu en fonction de vos centres d'intérêt sur Facebook. Il n'y a pas forcément besoin de cookies. Il y a juste la data Facebook sur un réseau propriétaire utilisé, mis au service des annonceurs. Évidemment, une technologie comme ça, elle est possible quand on a la taille et l'échelle de Facebook. Pour un éditeur, je ne sais pas, franco-français, Le Monde ou un autre, c'est très compliqué d'avoir ce type de technologie et d'avoir suffisamment d'audience pour pouvoir proposer ça. Donc il faut faire attention. Dernier mot. Ouais, il faut faire attention à ne pas trop marginaliser les éditeurs locaux, nationaux, dans tous les pays, face aux plateformes et leur donner les armes qu'il faut pour pouvoir générer des revenus publicitaires. Merci à tous les deux. C'était passionnant. Merci d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, on ouvre notre chapitre consacré au e-commerce.